les auteurs corses de langue française, de la première moitié du XXe, de l'entre-deux-guerres en particulier. Puisque c'est la période qui a vu la création d'un champ littéraire en langue corse, hein, donc avec Santo Casano, avec ensuite tous ceux qui ont suivi, hein, donc Luciardi, Filippini, Martina Pinsabal. Et pendant ce temps, pendant que ce champ, donc de cette littérature en langue corse est créé, hein, tous les genres littéraires sont créés, hein, le roman avec Dalzetto, le drame avec Luciardi, la poésie savante avec plusieurs, notamment Filippini, avec Marco Angeli, avec Martina Pinsabal, dont je parlais à l'instant. Pendant ce temps, il y a quand même des Corses qui continuent à écrire en français. Alors, il y a trois catégories donc, de Corses qui écrivent, d'auteurs corses qui écrivent en français à ce moment-là. Bon, il y a ceux qui résident en Corse et écrivent en français parce que, bon, pour des raisons soit esthétiques, soit même de compétences linguistiques, hein, des gens qui ne se sentent pas capables d'exprimer les choses correctement en langue corse, même s'ils sont corsophones par ailleurs. Bon, ça c'est une catégorie qui n'offre pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait ils traitent à peu près des mêmes thèmes. En général, c'est pas une position politique, c'est pas parce que c'est pas contre la langue corse, hein, c'est pas, puisque souvent ils ont de très bonnes relations avec les auteurs de langue corse, donc c'est pas, ça ne doit pas être interprété comme ça, hein. Après, il y a ceux qui partagent leur temps donc, et donc leur œuvre, hein, entre Paris et la Corse, entre la France et la Corse, mais c'est en particulier Paris. Comme Pierre Boinardi, Pierre Dominique ou Diane de Coutoli, hein, qui sont des auteurs importants de l'époque, un peu oubliés, mais bon, aujourd'hui, mais ils ont été importants à leur époque. Et après, il y a ceux, c'est aussi très intéressant, ceux qui sont corses d'origine, mais qui poursuivent leur carrière politique en France, et souvent, donc, ils ont une relation à la Corse qui est assez réduite, hein. Donc là, il y a des noms qui sont très connus, mais pas forcément comme corse, hein, puisque Claude Farrer était très connu à son époque. Bon, Francis Carco l'est toujours un peu. Vincent Mouzelli, qui est un poète très fin et qui était connu à son époque. Paul Valéry, dont beaucoup de gens ne savent même pas qu'il était corse. Son père était corse, voilà. Et je salue d'ailleurs à cette occasion donc la réactivation de la chaire Paul Valéry, parce que si on n'a pas, nous, à l'Université de Corse, une chaire Paul Valéry, qui doit l'avoir, hein, je veux dire, bon, qui est à Montpellier, qui travaille beaucoup sur les études valériennes, mais enfin, je crois qu'on doit en prendre notre part. Alors, les auteurs, donc, on va voir les auteurs donc, des deux dernières catégories, c'est-à-dire ceux qui partagent leur temps entre Paris et la Corse, sont très intéressants. Et ensuite, les auteurs donc, de la troisième catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont un rapport beaucoup plus ténu avec la Corse, hein, donc, mais qui sont intéressants aussi à certains égards. Bon, alors premièrement, ceux qui partagent leur temps et leur œuvre donc, entre la Corse et Paris. Donc, ces auteurs donc, sont, je le disais, très intéressants dans la mesure où on trouve cette ubiquité symbolique, hein, donc, que Jean Toussaint des Antilles, le philosophe corse, a très bien décrite, hein, c'est-à-dire le fait d'être ici et ailleurs, c'est-à-dire donc à Paris et puis en même temps en Corse. Donc, hein. Et il y a chez ces auteurs des tensions intérieures qui sont souvent très fécondes. Alors, premier exemple, Diane de Coutoli. Alors, Diane de Coutoli, elle est aujourd'hui moins connue, mais c'est une poétesse et une romancière qui vivait entre la Corse et Paris, entre Ajaccio et Paris. Elle avait deux domiciles, hein, Cours Napoléon et rue de Chateaubriand à Paris. Elle a reçu 2 fois le prix de poésie de l'Académie française, donc ça n'était pas rien. Bon, les éloges de la critique à l'époque, hein, bon, Henri de Régnier, Francis Carco, Paul Morand, donc elle était tout à fait intégrée donc, à ce milieu parisien, de la littérature parisienne. Elle a entretenu une correspondance régulière avec Paul Valéry, ce qui est intéressant aussi pour nous. Et Paul Valéry lui a offert une préface pour son recueil de poésie, L'Enchantement multiple. Alors bon, ces vers sont un peu jugés sévèrement aujourd'hui, parfois. Bon, c'est vrai que moi je n'adhère pas trop hein, sur le plan, mais c'est aussi une question de goût. Hein. Bon, je sais qu'il y a eu notamment Jérôme Ferrari a écrit des choses très désagréables sur sa poésie. Bon, mais là, on n'est pas aujourd'hui ici pour évaluer cela. D'ailleurs, est-ce que c'est évaluable hein? Voilà.
Donc, nous allons observer en revanche que l'œuvre de Diane de Cout, elle porte vraiment la marque de cette ubiquité symbolique, hein, à laquelle nous venons de faire référence. Bon, d'un côté, la Corse inspire certaines de ses poésies, hein, et son unique roman, parce qu'elle est aussi romancière, son unique roman a pour cadre le sud de la Corse. Mais de l'autre, elle collabore à des revues parisiennes et donc elle offre des rimes à des poètes continentaux. Voilà, elle est tout à fait dans ce milieu-là. La thématologie, évidemment, reflète cette situation, hein, puisqu'elle évoque les grandes villes dans sa poésie, ça lui arrive. Et puis, par ailleurs, elle chante la Corse, elle chante le Coulombe. Vous voyez, par exemple, ses vers. Bon. Colombo des héros d'autrefois, ta voix résonne cette nuit en moi. Une vie ardente et forte circule dans mon être, c'est la vôtre, ô guerriers, ô mes ancêtres. Bon, vous voyez un petit peu la tonalité. Voilà. Mais, alors, cette dame, Diane de Cout, elle y traite également, à la fois en vers et en prose, d'un thème qui est peu répandu dans la littérature corse de l'époque, hein, que ce soit en corse ou en français, hein, les tourments de la chair, hein, notamment dans son roman Framboise ou les souffles du printemps. Hein, donc. Et alors, l'anthologiste Hyacinthe Iviagroge est un peu déconcerté. Hein, et il dit qu'il est déconcerté par la hardiesse du sujet, la sincérité audacieuse des aveux, et il ajoute que l'on est un peu heurté par un apport un peu brutal et indiscret de la sensibilité féminine la moins contrôlée. Bon, alors il est un petit peu choqué, mais c'est vrai que les auteurs corses de cette époque, il leur en fallait pas beaucoup, hein, pour l'être. Hein. Voilà, alors est-ce que c'est son côté parisien qui lui donne cette audace, hein, finalement, hein, donc sans doute, hein, sans doute. Mais toujours est-il que ce thème revient, y compris dans sa poésie. Bon, il y a des textes, des pièces, hein, au titre tout à fait éloquent, l'éternel désir, ô beauté de la chair. Vous voyez, bon, c'est pas, on n'est pas au XXIe siècle là, hein, donc c'est effectivement audacieux comme le relève Hyacinthe Iviagroge. Deuxième exemple, Pierre Dominique. Pierre Dominique, il est connu, enfin en tout cas il l'a été. C'est quelqu'un qui a un talent littéraire évident, mais qui a une versatilité politique tout aussi évidente. Alors c'est un Lucchini, hein, son vrai nom c'est Pierre-Dominique Lucchini, il était originaire d'Olène. Il a débuté ses études à Ajaccio, il les a poursuivies à Paris, il est devenu médecin, il a participé à la Première Guerre mondiale, il a été blessé à 3 reprises, il est chevalier de la Légion d'honneur, et puis après avoir exercé la médecine dans la région de Sartène, il est reparti pour Paris, il a abandonné sa profession, il s'est consacré aux lettres. Voilà. Donc il a collaboré à de nombreux organes de presse parisiens, hein, le Figaro littéraire en particulier, hein, et puis en même temps à la Mouvre, ce qui est très intéressant. Alors il est adhérent en 1923 et 1925 du PCA, hein, du Partido Curso d'Azione de Pedro Roca, et il fut aussi sous Vichy directeur général de l'Office français de l'information, donc avant d'être révoqué en 1943. Hein. Donc sur le plan idéologique, c'est quelqu'un qui, selon la formule de Iviagroge, a fait le tour du cadran des opinions politiques, c'est vrai. Hein. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir ce qui a été écrit sur lui, notamment par les historiens, hein, dans un ouvrage qui s'appelle « Un paradoxe français, antiraciste dans la collaboration, antisémite dans la résistance ». Donc, c'est un livre de Simon Epstein. Lui, il évoque ce parcours surprenant donc, de Pierre Dominique. Je cite, « Originaire de l'Action française, Pierre Dominique fut attiré par le fascisme avant de se replier sur un radical socialisme qu'il souhaitait rénover. Il harcèle Léon Blum de son aversion, l'assimilant à un hermaphrodite en 1927 ou à un talmudiste étranger au peuple de France en 1930. Les brumes se dissipent en 1932. Il publie dans le journal de la LICA une virulente attaque contre l'anti-juif Coty. Alors le voilà, donc, qui devient antisémite, hein, pour reprendre la formule de Nietzsche. Alors, comme on voit, l'appréciation d'Iviagroge sur la versatilité politique de Pierre Dominique, elle est tout à fait justifiée. Hein. En revanche, bon, l'anthologiste est élogieux s'agissant des qualités littéraires, hein, de Pierre Dominique, hein, bon, notamment ses chroniques corses, la Corse type et coutume, hein, et effectivement, il y a des choses très belles donc, dans ces ouvrages. Alors, la Corse de Pierre Dominique, c'est une Corse qui reçoit bien sûr le filtre du romantisme français. Et évidemment, les écrits sur la Corse sont très
très positif pour la Corse, mais un peu sommaire, hein, même lorsqu'il traite des éléments les plus controversés comme la vengeance et le banditisme, donc il vante les mérites de la Corse et de la culture corse. Hein. Donc alors, ça paraît un peu décalé aujourd'hui, mais bon, il écrit par exemple dans une de ses chroniques corses, Vendetta, je cite, « Ici, bandit n'est pas une injure, le banc de la justice n'est pas celui de la société. » C'était un homme de 30 ans, peut-être, pas très grand, au visage intelligent et énergique, barbu, avec un crâne allongé, et dont les traits et les gestes avaient cet air aristocrate que, dans cette race de libres bergers, tant d'hommes possèdent encore. Vous voyez bon, alors, dans La Corse, type et coutume, Pierre-Dominique évoque les actes de violence qui accompagnaient souvent les opérations électorales. Bon, aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Alors, il cite « On connaît des villages, à quoi bon les nommer, desquels on demande le soir des élections. Et à tel endroit, qu'y a-t-il eu? Rien? Pas de mort? Est-ce possible? Supplions le continental de ne pas s'étonner. Ce n'est nullement cruauté ni sauvagerie, mais simple souci de rendre tragique le jeu. Les Corses estiment que le danger relève le ton de l'élection, et puis aussi jouissent bien plus de leur victoire quand ils y ont joué leur peau. Voilà un petit peu les mœurs électorales corses, même si elles sont de tout temps été un peu particulières. Mais là, il y a quand même une exagération qui est due à une vision romantique des usages insulaires. Alors après, il y a les écrits non corses, les écrits qui n'ont rien à voir avec la Corse, de Pierre-Dominique. Alors là, ça n'a rien à voir. Donc, hein. Il a fait beaucoup de choses. Hein. Donc, il a fait de la littérature politique, il a fait des poésies, des romans. Il a reçu le prix Balzac pour un roman, Notre-Dame de la Sagesse. Et son œuvre romanesque lui a valu une certaine notoriété, hein, donc une langue remarquable au service d'une imagination qui se déploie dans des directions très diverses, l'histoire, les mœurs parlementaires, la biographie. Il a fait une biographie de Léon Daudet, vous voyez, bon, c'est pas trop étonnant non plus, hein, sur le plan politique. Alors, un autre aspect de l'œuvre de Pierre-Dominique, c'est ce que l'anthologiste Yvia Groggi appelle une sorte de triptyque du problème sexuel, avec La proie de Vénus, Selon Saint-Jean et L'Indienne de Blois. Donc 3 ouvrages. Là aussi, vous voyez un petit peu la différence qu'il y a entre ceux que l'on écrit sur la Corse et ceux que l'on écrit lorsqu'on n'est pas en Corse. Hein. Voilà, même si la langue est la même, c'est en langue française. Alors, on peut se poser la question d'un certain dédoublement de personnalité, hein, parce que d'une façon générale, chez cet auteur, on observe la présence de 2 sentiments qui pourraient paraître comme contradictoires, surtout aujourd'hui. Un sentiment national français et un sentiment national corse. Hein. Et ces fluctuations idéologiques n'expliquent pas ce paradoxe, parce que c'est dans les mêmes périodes qu'il est à la fois nationaliste français et nationaliste corse. Donc c'est un peu comme s'il avait 2 personnalités, en fait. Hein. Et ce dédoublement se manifeste donc sur le plan politique par des adhésions idéologiques distinctes, et également par une littérature avec 2 sortes de littérature très différentes, puisque dans les chroniques corses, il décrit une île austère, où les inimitiés donnent lieu évidemment à des embuscades plutôt sanglantes. Bon, c'est tout à fait dans le fil du romantisme français sur la Corse. Mais à la même époque, approximativement, il évoque, par exemple, dans La proie de Vénus, des mœurs qui n'ont rien à voir avec la Corse, où il y a des rivalités amoureuses qui se soldent par des duels tout à fait policés, en présence de témoins, en présence de médecins. Et on sent bien, en lisant ces textes, que Pierre-Dominique se sent partie prenante de ces 2 mondes très différents, à la fois, de ces 2 mondes à la fois. Ce sont des mondes auxquels il participe, et ce sont des mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors, 3e exemple, Pierre Bonardi. Alors, Pierre Bonardi, lui également, va présenter des contradictions intimes assez spectaculaires. Lui, il a été fonctionnaire colonial, il a été journaliste, il a occupé une place très importante dans le monde littéraire français, vice-président de la Société des gens de lettres, secrétaire général de l'Association des écrivains coloniaux. Alors, sur le plan politique, son parcours ressemble à celui de Pierre-Dominique. Il est membre du comité d'honneur de la LICA, radical socialiste, et puis il rejoint le PPF. Alors Claude Singer, donc, qui est un auteur qui s'est penché sur le plan historique, donc sur ces auteurs, Claude Singer le présente comme un turiféraire, je cite, de sa Corse natale et de la grandeur de l'empire colonial. Bon, donc c'est les deux axes de sa littérature. Alors, s'agissant de la Corse, Bonardi est militant du mouvement autonomiste.
Hein, donc il est très proche de Pedro Roca, hein, et d'ailleurs cette proximité se maintiendra même après-guerre, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Hein, voilà. Et d'ailleurs ils fonderont ensemble dans les années 50 l'association Parlem Gours, hein, voilà, donc pour défendre bien sûr la langue corse. Alors comme chez Pierre-Dominique, on observe une sorte de dédoublement de la personnalité littéraire. Hein, donc, Pierre Bonnard est à la fois nationaliste corse et nationaliste français. Son œuvre est marquée par ses contradictions, puisqu'il est écrivain colonial, donc secrétaire de l'Association des écrivains coloniaux, mais en même temps il dénonce, sans la nommer tout à fait de cette manière-là, hein, par le mot de colonie, mais il dénonce en réalité la colonisation de son île. Et il l'appelle, comme on le disait à l'époque, au relèvement de la Corse. Donc c'est assez intéressant de voir cette contradiction. Alors dans ses ouvrages insulaires qui concernent la Corse, il vante la chasteté des mœurs corses. Alors je cite, « Les jeunes gens n'ont pas de vie sentimentale en Corse en dehors des fiançailles et du mariage. » Bon, ça me paraît plutôt sujet à caution, mais enfin, bon, même à l'époque. Bon. Alors que sur le continent, donc, il a fait de la littérature érotique l'une de ses spécialités. Alors, ce sont des très grands tirages, vous en trouvez sur Internet, il y en a une quantité industrielle, mais je vous cite des titres. « 20 leçons d'amour »,« Savoir s'aimer »,« Le rituel de la volupté », vous voyez. Donc, alors, là aussi, c'est très curieux parce qu'il y a des thématiques qui n'ont strictement rien à voir selon qu'il parle de la Corse ou bien qu'il fasse autre chose. Et là, c'est vraiment une spécialité, puis ce sont de très gros tirages. C'était un écrivain qui était connu pour cette spécialité. Alors, l'anthologiste Yves Agroge, qui le connaissait bien, l'a qualifié de Corse total. C'est un Corse total. Hein. Mais, en même temps, il n'était pas moins un Parisien total. Hein. Et c'est ce que rappelle notamment Jean-Pierre Mattei dans La Corse et le cinéma, puisqu'il évoque l'intérêt de Bonnardi pour le cinéma. Et je cite Mattei, « Personnalité avenante du tout Paris, aussi à l'aise dans la capitale qu'à Ajaccio, il favorise la venue d'Abelgans en Corse. » Hein, donc il a fait venir Abelgans qui avait fait son Napoléon, donc, qui avait filmé son Napoléon à Ajaccio. Alors, il a fait notamment un roman que vous pouvez trouver facilement parce qu'il a été réédité il y a quelques années par DCL, c'est La mer et le maquis. Alors, c'est intéressant, c'est surtout intéressant parce que ça nous dit beaucoup de choses de cette époque de l'entre-deux-guerres, ça nous dit beaucoup de choses du corsisme, ça nous dit beaucoup de choses de l'idéologie de ces hommes qui étaient partagés entre leur sentiment nationaliste français et leur sentiment nationaliste corse. Alors, ils cautionnent vraiment le corsisme, y compris d'ailleurs dans un prolongement violent que le corsisme n'a pas connu en réalité, hein, puisqu'il n'y a pas eu de prolongement, je dirais, de lutte armée, malgré les propositions de Paolo Orsoni à Pedro Roca. Mais bon, et lui, donc, il décrit dans ce roman donc, ce que seraient donc, les corsistes qui auraient enlevé un préfet, l'auraient emmené au maquis, en otage, etc. Bon, c'est intéressant en tout cas. Et on voit l'idée qui se fait de la Corse et de l'avenir de la Corse. Et en même temps, il dit, oui, mais bon, tous ces corsistes, ce sont des gens qui sont médaillés, qui ont fait la guerre de 14 et puis qui aiment la France quand même. Alors, ils ne veulent pas renoncer à la France. Alors, on le voit vraiment dans cet ouvrage qui mérite d'être lu, on voit vraiment qu'il est tiraillé entre deux aspirations qui sont quand même assez difficilement compatibles. Voilà, donc sur la situation faite à la Corse, évidemment, c'est le discours de l'époque, hein, c'est-à-dire la Corse, on la laisse sans aucune possibilité de développement, on la compare aux autres colonies en disant qu'elle a un traitement plus défavorable. Hein. Il dit il n'y a plus de chemin de fer dans les déserts de Cayor, les forêts de Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey qu'en Corse. Oui, bon, donc il est dans cet état d'esprit. Voilà. Voilà, le corsisme, bien sûr, il en parle. Sur les corsistes, bon, il présente les corsistes à modo zoïo en disant mais ils sont corsistes, ils sont pour la Corse, mais enfin, en même temps, ils ne veulent pas quand même rompre avec la France. Bon, tout ça est assez confus sur le plan politique. Voilà pour la première catégorie d'auteurs. Alors ensuite, la catégorie d'auteurs qui, eux, ont un lien beaucoup plus faible, je dirais, avec la Corse. Alors, cette catégorie d'auteurs comporte de nombreuses célébrités de l'entre-deux-guerres. On pourrait citer par exemple Abel Bonnard, qui a été une personnalité importante du monde littéraire français, membre de l'Académie française, puis ensuite ministre de l'Éducation nationale sous Vichy. Bon. Voilà. Et c'est d'ailleurs un poste auquel il a succédé à un autre Corse, Jérôme Carcopino aussi, qui était corse et qui était également donc, ministre sous Vichy. On pourrait citer Vincent Mouzelli, qui a été un poète, qui était un poète très fin,
Pascal Bonetti aussi, qui a été connu. Hein, ce sont des poètes qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont eu une notoriété certaine à leur époque. Mais alors, les 4 auteurs d'origine corse qui ont accédé à une réelle célébrité donc, à l'époque, c'est Farrer, Carco, Zevaco et Valéry. Hein. Alors, ils sont très intéressants. Alors, Farrer, lui, il a poursuivi une tradition familiale de plusieurs générations. Il s'appelait Frédéric Charles Bargone et il a fait carrière dans la marine de guerre, hein, donc, en qualité de capitaine de corvette. Après la guerre de 14-18, il a rencontré Pierre Loti et Pierre Louis, hein, donc ça a été très important pour lui. Ce sont des amis qui ont compté beaucoup dans sa vie littéraire. Bon, de ses relations avec Pierre Loti, bon, on retiendra une proximité littéraire tout à fait évidente, hein, notamment l'inspiration orientaliste d'une partie de l'œuvre de Farrer, hein, Fumée d'opium par exemple, en 1904. Quant à Pierre Louis, ça a été vraiment son maître, hein, c'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Bon, il a fait un éloge de Louis qui confine au dithyrambe. Hein. Bon. Claude Farrer a reçu le prix Goncourt en 1905 pour son ouvrage Les Civilisés, et il a été élu à l'Académie française en 1935 en prenant l'avantage par 5 voix d'écart sur Paul Claudel. Il a battu Paul Claudel. Bon. Alors, c'est une œuvre très volumineuse, très diversifiée, avec des récits romanesques très intéressants. C'est une personnalité très importante de l'entre-deux-guerres. Hein. Il a été même secrètement missionné par la France pour rencontrer Mustapha Kemal, donc au moment de la guerre d'indépendance turque. Hein. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était bien introduit. Et d'ailleurs, le 6 mai 1932, il est auprès du président Doumer, du président de la République française, au moment de son assassinat. Et il s'interpose et reçoit 2 balles dans le bras. Donc il fait preuve dans cette occasion d'un grand courage physique et il est blessé donc, en tentant de sauver Paul Doumer. Claude Farrer, par rapport à la Corse, il est très clair. Donc Claude Farrer a toujours revendiqué ses origines insulaires. Il nous dit « Je m'enorgueillis d'avoir la Corse pour origine ». Dans une autre lettre citée par Hyacinthe Iviagroj, il écrit « Il me paraît difficile, quand on a l'honneur d'avoir du sang corse dans les veines, de ne pas en être fier. La race qui habite ce pays, race libre et indépendante s'il en fut jamais, race magnifiquement grave et prisant l'honneur au-dessus de toute chose, m'apparaît l'une des plus attachantes et l'une des plus estimables qui soit. » Voilà, je pense de la Corse. Alors, Claude Farrer fera explicitement référence à ses origines hein, lorsqu'il présentera son ouvrage « L'homme seul » comme une vendetta. Alors, « L'homme seul », c'est un roman à clé, mais qui a été écrit après la mort de son ami Pierre Louis. Et dans ce roman, il met gravement en cause l'entourage de Pierre Louis, qui l'aurait, selon lui, lentement assassiné, je cite. Hein, et il explique ça dans une lettre qui a été écrite en 1945, c'est-à-dire longtemps après la mort de Louis. Alors c'est intéressant de voir ce qu'il dit et comment il rattache son comportement à ses origines corses. Je cite, « Même enfin, si je ne l'eusse ni vu ni connu, et qu'on m'eût fait apercevoir le réseau d'intrigues et de trahisons où l'on avait garrotté cet homme, qui était un grand homme, entouré et cerné de petits ennemis et de faux amis, qui tous ensemble l'ont lentement assassiné, j'aurais empoigné mon stylo pour le venger. Je suis de race corse, lignée paternelle, et je n'accepte pas le rimbeco. En écrivant L'homme seul, j'ai tiré ma vendetta, ou la sienne, que j'ai relevée à mon compte. » Voyez. Alors après, il mentionne que cette vengeance lui a fait perdre le bénéfice d'un legs qui lui avait été fait par un proche de l'auteur. Hein, et il précise, il avait un peu plus d'1 millier sterling. C'est un des petits sacrifices que j'ai dû consentir à Némésis. Quand nous nous vengeons dans le vrai maquis, nous ne pensons guère aux héritages sacrifiés. Vous voyez, bon, il a sacrifié l'héritage pour venger son ami Pierre Louis. Alors, c'est vrai que on voit dans cette lettre de 1945, on voit Farrer revendiquer sa corsité d'une façon qui peut paraître un peu puérile, hein, en fait, hein, dans le registre romantique hein, de la vendetta. Tout à fait, on voit vraiment là l'inspiration, c'est le romantisme, la littérature romantique française sur la Corse. Voilà. Alors, la Corse dans ses textes proprement littéraires. Alors, les références à la Corse, hein, bon, elles sont toujours positives. On pensera notamment au personnage du capitaine Antonelli, qui est commandant du navire dans son roman Les Hommes Nouveaux. Alors, je cite cette description du capitaine Antonelli. « Mesdames, messieurs, dit-il tout de suite, prenant d'emblée le commandement de sa table, comme il avait celui de son bâtiment.
Le capitaine Antonelli, comme les trois quarts de ses collègues, les capitaines au long cours de Marseille, était corse. Beaucoup moins vulgaire qu'aucun homme du continent. Le capitaine Antonelli, corse, imposa d'emblée aux dames, imposa pareillement aux poètes tendras, imposa même aux députés, quoique accoutumés à toutes les sortes de rencontres. On voit vraiment, comme il décrit, ce personnage qui est corse. Et à la page suivante, il continue la construction de l'archétype. Il y a dans tout Corse vraiment corse un poète funéraire de la race de ceux que Mérimée décrivait si justement dans sa Colomba. Bon, on voit bien que la Corse, il la connaît beaucoup à travers, sans doute un peu à travers sa famille, bien sûr, mais beaucoup à travers ses lectures, d'ailleurs le romantisme français. Dans un autre roman, par exemple, 100 millions d'or, Farrer poursuit un peu dans une approche qui est un peu essentialiste. Il nous dit, il parle d'un personnage, donc, il s'appelle Chapard, il dit « Chapard, mi-corse, mi-dauphinois, était le contraire d'un hableur, le contraire par conséquent de Trouduc, car Trouduc pur méridional, et qui parlait énormément, mentait davantage encore. » Vous voyez, le méridional qui, lui, ment, et Chapard, mi-corse, mi-dauphinois, était le contraire. Vous voyez, c'est assez... bon, c'est aussi l'entre-deux-guerres. Hein. Bon, ça s'écrirait peut-être moins facilement aujourd'hui. Voilà. Donc, on voit que les textes littéraires de Claude Farrer confirment ses propos sur la Corse. Hein. Donc, ce ne sont pas des propos de courtoisie à l'égard de ses compatriotes corses, c'est vraiment ce qu'il pense de la Corse. Alors, sur la Corse, vraiment, il a écrit surtout une nouvelle, hein, assez tard d'ailleurs, en juin 1950. Elle s'appelle Le Dernier Bandit. Évidemment, il fallait écrire sur le banditisme. Hein. Le Dernier Bandit, c'est une nouvelle qui a été donc éditée à Lausanne, et elle reprend bien sûr le thème de la vendetta, donc avec une figure classique du bandit romantique, et puis une vendetta qui est faite par une dame, donc ce qui est un peu plus original, en tout cas à l'époque, qui est accomplie, hein, non pas comme de Colomba, non, accomplie vraiment par une dame, hein, voilà, qui met de coups de fusil à l'assassin de son mari. Hein. Alors il nous dit, c'est simplement une citation, « Bandit corse, il va de soi, bandit d'honneur. Ces bandits-là sont les plus magnifiques, honnêtes gens du monde, et la seule fatalité les a poussés, hors la morale judiciaire, vers le crime, si l'on tient à qualifier de crime la poursuite d'une juste vengeance. » Vous voyez un peu comment il voit les choses. Hein. Voilà. Donc, effectivement, on voit dans cette nouvelle qu'il faut lire, on voit vraiment comment Claude Farrer voit la Corse. Francis Carco. Alors, Francis Carco est très connu, hein, il est très connu à l'époque, et il est un peu moins lu aujourd'hui, mais il est toujours connu, Francis Carco. Bon. Il est né à Nouméa, d'un père corse, et il a été romancier, poète, critique d'art, hein, donc il est surtout connu aujourd'hui pour avoir dépeint de façon très réaliste les milieux interlopes parisiens, hein, donc de l'époque. Hein. Alors, il était membre de l'Académie Goncourt, il a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française pour L'Homme traqué, hein, c'est un roman qui est quand même assez connu. Alors, s'agissant de la Corse, Iliagroge regrette que, je cite, « ce grand écrivain, dont la concision, entre autres qualités, semble être une des qualités de la race corse, n'ait jamais compris la nécessité d'un hommage public à son pays. » Alors, il regrette que Carco n'ait pas rendu hommage à la Corse. Et pourtant, bon, la Corse, elle est présente dans son œuvre, hein, à travers certains de ses personnages. Hein, et comme le fait observer Jean-Dominique Paul, dans le dictionnaire historique de la Corse, alors je cite, « héritier de l'image du bandit corse, ces personnages de mauvais garçons se démarquent des vulgaires truands par leur belle allure de chef et leur grande santé. » C'est vrai, c'est ça, les bandits corses parisiens donc, de Carco. Hein. Par exemple, le Corse de son fameux ouvrage « Jésus Lacaille » en 1914, c'est un petit peu l'archétype, hein, je cite, « son melon beige, son complet marron, ses chaussures vernies lui composaient un type. Il parlait peu, portant beau, la moustache noire coupée en brosse, la raie luisante faite au milieu, des mains énormes et les dents fines, Monsieur Dominique était corse. Il établit sa force. Opiniâtre et silencieux, il disputa plusieurs fois l'empire de la Lépique à des costauds reconnus par tous. Son adresse au couteau l'illustra. Il devint un grand et solide maquereau. Sa gloire envahit les bars et s'y installa comme une bête mauvaise. On le craignait. Il eut des filles, de l'or, des sujets et des espions.
hein. Alors, voilà, c'est certainement pas le genre d'hommage que Yvia Groce attendait, un hommage à la Corse qu'Yvia Groce attendait, mais voilà, c'est en tout cas comme ça qu'il se représente la Corse, ou en tout cas le bandit, ou l'Apache, hein, parce que ce sont des Apaches, hein, l'Apache corse. Hein. Et dans son livre Bohème d'artiste, c'est un livre où il évoque notamment donc, sa propre vie, et il évoque son père. On voit comment il voit les Corses, hein, son père qui était corse. Alors il dit de son père, il avait une si curieuse pudeur. Chez lui, le Corse refoulait l'homme. Au moindre attendrissement, sa nature se hérissait. Alors, la question des armes, qui est incontournable évidemment dans cette perspective un petit peu romantique sur la Corse, elle n'est pas absente de l'image que se fait Carco, hein, de son pays d'origine. Hein. Il dit « Il y avait aussi le curé de notre village. Mon père m'en parlait souvent comme d'un homme énergique, intelligent et à tous égards honorable. Cependant, ce prêtre ne célébrait la messe qu'avec son revolver à portée de main. Il le plaçait sur l'entablement de l'autel sans que personne y vît le moindre sujet de scandale. Il faut être corse, protestait honnêtement ma mère. A-t-on idée de cela, un revolver à l'église? Bon, mais son père, lui, trouvait ça tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc, Carco nous parle de vengeance, y compris d'ailleurs d'une vengeance à laquelle sa famille a été mêlée. Hein. Donc, tout aussi significatif, un passage où il tente d'analyser son propre caractère. C'est intéressant, ça. Corse par mon père, j'avais inconsciemment ajouté à ce tempérament certaines nuances de sensibilité qui n'étaient ni froides, ni agressives, mais qui faisaient de moi par moments une nature ombrageuse, méprisante, susceptible, et encore si violente que je ne parviendrai, j'en suis sûr, de ma vie à lui imposer un frein. Une hérédité grâce à laquelle je devinais l'âpreté du maquis, le charme d'une vie libre, indépendante. Alors, ce que cherche Carco en lui, évidemment, et qu'il trouve d'ailleurs en lui, hein, c'est l'idée qu'il se fait du Corse, en réalité. Et cette idée, elle doit davantage, certainement, elle doit quelque chose à ce qu'il a entendu en famille, bien entendu, hein, puisqu'elle a été élevée par son père corse, etc. Mais enfin, ce sont sûrement aussi, et beaucoup, ces lectures hein, qui lui font percevoir un petit peu cette âpreté du maquis, hein, puisqu'il dit ce maquis, il n'a pas tellement fréquenté, il a surtout fréquenté, je dirais, le milieu parisien, et le maquis, il ne fait qu'en deviner l'âpreté. Il dit, je devine l'âpreté. Ben oui, il n'a pas connu le maquis. Hein. Voilà, alors il le devine à partir, bien sûr, de la lecture de Colomba et des autres textes de ce genre. Michel Zévaco. Alors, Michel Zévaco est très intéressant également. Il est né à Ajaccio, où il a résidé jusqu'à l'âge de 9 ans, professeur au lycée de Vienne, puis engagé dans les Dragons, après quoi il s'oriente vers le journalisme politique. Alors, sur le plan idéologique, Zévaco est profondément libertaire. Hein, il fréquente les milieux socialistes et anarchistes. En 1892, il est condamné à 6 mois de prison pour avoir prononcé un hommage public à Ravachol. Oui, c'est quelqu'un. Voilà. Sur le plan littéraire, donc, il a accédé à la notoriété à travers le cycle Les Pardaillants. C'est assez connu, hein, en tout cas ça l'était. C'est un spécialiste des romans de Cap et d'épée, et il a été comparé à Alexandre Dumas hein, à cet égard. Il a toutefois transformé ce genre dans son livre. Jean-Paul Sartre, dans son livre Les mots, hein, Jean-Paul Sartre nous parle de Zévaco. Alors il nous dit « Cet auteur de génie qui, sous l'influence de Hugo, avait inventé le roman de Cap et d'épée républicain. » Voilà. C'est une œuvre qui est une œuvre littéraire qui est indiscutablement éloignée de la Corse, hein, bien entendu, mais il n'a pas oublié ses origines, hein, bien sûr. Et dans la revue mondiale, le journaliste Sarti évoque une interview qu'il avait faite de l'auteur. Alors, je cite, « Son accueil fut très chaleureux. Pendant notre conversation, je fis allusion au directeur du journal napolitain qui lui avait arraché un traité au terme duquel ses droits d'auteur étaient réduits au minimum. Une colère subite enflamma les yeux de Zévaco qui s'écria « En effet, ce saligo m'a roulé, mais je me vengerai. S'il est brigand, je le suis encore plus que lui. » Et après un silence, « Oui, cher monsieur, je suis corse. » Vous voyez un petit peu comment la corsitude est vécue par ces auteurs. Hein. Alors, dernier auteur que je voulais évoquer avec vous, c'était Paul Valéry. Mais alors, il y aurait de quoi faire au moins 4, 5, 10 conférences sur Paul Valéry et la Corse. Hein. C'est très intéressant. Alors, Valéry, lui, j'en dirais que quelques mots.
Il a entretenu une correspondance régulière avec beaucoup de Corses, avec un très grand nombre de Corses, ses cousins, et ce qu'il appelle ses confrères, hein, d'ailleurs, hein, donc c'est-à-dire d'autres auteurs, avec Diane de Coutoli, une correspondance extrêmement fournie. Hein. Alors, sur la corsité de Paul Valéry, donc, il y a eu un certain nombre de polémiques. Hein. Il y a Paul Arrigue qui a défendu hein, vraiment la corsité hein, de Paul Valéry. Et notamment, il avait répondu à un article d'Aimé de la Rochefoucauld, hein, qui avait écrit un article intitulé « Paul Valéry et l'Italie ». Alors, Paul Arrigue a dit « Mais attendez, mais il est d'accord, l'Italie, sa mère était génoise, mais donc il est aussi corse ». Et donc, Paul Arrigue a voulu vraiment récupérer au bénéfice de la Corse Paul Valéry. D'ailleurs, c'est une démarche qui me paraît tout à fait valide encore de nos jours, même s'il ne faut pas le faire de manière, je dirais, un peu grossière, mais qu'il faut le faire. Paul Valéry, d'ailleurs, l'avait fait de manière argumentée. Hein. Mais je pense que nous pouvons argumenter encore différemment aujourd'hui, y compris d'ailleurs en travaillant les textes de Paul Valéry. Paul Valéry, alors il est né à Sète, bon, on le sait, le 30 octobre 1871, d'ascendance corse par son père et génoise par sa mère. Hein, c'est ce qu'indique sa biographie officielle, celle du site de l'Académie française d'ailleurs. Voilà. Alors, donc c'est une famille bastiaise, celle de son père. Donc, et puis alors, effectivement, ensuite, il est beaucoup allé à Gênes. Et puis, pas beaucoup en Corse. Il est allé 2 fois en Corse, quand il avait 4 ans, et puis après, beaucoup plus tard, à l'occasion d'une croisière. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas connu beaucoup la Corse. Il l'a connu. Alors, ce qu'on dit, il n'est jamais venu, c'est faux. Il est venu. Il est venu, et en revanche, à Gênes, évidemment, on sait qu'il y allait. Il a même peint des aquarelles sur Gênes. Il a eu sa fameuse nuit de Gênes, hein, qui était une crise existentielle, hein, donc qui a transformé un petit peu son parcours littéraire. Mais enfin, bon, c'était une aventure intérieure. La crise de Gênes, elle aurait pu aussi bien advenir à New York ou à Bastia. Hein. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est à Gênes qu'il l'a eu. Il dit « Je n'ai été en Corse que pendant quelques jours à l'âge de 4 ans ». Ça, c'était avant qu'il y retourne, hein, puisqu'il est retourné. Et ensuite, il est retourné en 29. Voilà. On a évoqué, pour faire pencher la balance du côté maternel, l'admiration de Valéry pour les artistes et auteurs italiens. Alors, Léonard, Pétrarque et Dante, mais enfin bon, ça c'est un argument qui ne tient pas, parce que d'abord, ces Toscans n'étaient pas plus génois que corses, hein, donc c'était avant l'unité italienne, et la nation italienne bon, donc, n'existait pas. Ils évoluaient, comme d'ailleurs les Corses, dans un environnement culturel qui était issu de la civilisation italique. Hein. D'ailleurs, pour les auteurs italiens eux-mêmes, l'origine corse du père de Valéry constitue l'un des éléments de l'italianité du poète. Hein, par exemple, bon, il y a un auteur qui s'appelle, je n'ai plus la référence sous les yeux, mais qui a écrit que l'Italie a eu beaucoup d'importance dans la vie de Valéry. Le père était corse, la mère génoise, et il avait une prédilection pour Léonard et une grande sympathie pour la mentalité pragmatique et artistique de la Renaissance italienne. Hein, donc, voilà. Donc, peu de relations avec la Corse, mais enfin, en tout cas, il a eu donc des relations extrêmement étroites avec, épistolaires en particulier, avec les Corses. Donc, Paul Valéry écrit à pas mal d'auteurs. Diane de Coutoli, je vous l'ai dit, Pierre Lega, hein, donc non pas notre amigo Pedro, mais le précédent, n'est-ce pas, qui écrivait dans l'Anno Corso, hein, donc devenu l'Année Corse, c'était même un responsable du journal, le conseiller de Mari, hein, le magistrat de Mari, qui a fait au mio violo Antelonesa, hein, bon, de Mari, donc ils ont une correspondance où Paul Valéry vante le figadelle. Bon, alors là, Paul Arrigue en tire de grandes conséquences de ces lettres de remerciement pour l'envoi de charcuterie, parce que alors le magistrat de Mari lui envoie des figadelles et du Londres et tout, et lui il lui envoie des lettres dithyrambiques sur la charcuterie. Alors Paul Arrigue, il dit, voyez comme il est attaché à la Corse, parce que, voyez, il parle de la charcuterie comme un poète parlerait de la charcuterie. Bon, je ne suis pas sûr que sur le plan esthétique, cela soit un argument péremptoire, mais enfin, en tout cas, c'est amusant et c'est sympathique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit de la Corse. Et lui, il dit, c'est le rôle des Corses nés sur le continent, comme moi, de servir de truchement et de guide à ceux qui, habitant l'île ou venant de l'île, ont en eux de quoi faire une carrière intellectuelle sur le sol de la France. Ça, c'est l'intervention qu'il a fait lors d'une réception organisée par les Corses de Marseille en 1932. On voit, lui, il dit, les Corses nés sur le continent.
Il se considère comme un Corse né sur le continent, en tout cas c'est ce qu'il dit. Et bon, bien sûr c'est un propos de circonstance adressé à des compatriotes qui sont là pour l'honorer, mais on sent une sincérité, y compris d'ailleurs dans ses correspondances. Lorsqu'il parle de la Corse, il parle avec une certaine affection de ce pays, même une affection un petit peu... C'est un peu une Corse rêvée qu'il a, mais Corse rêvée... Mistral à une Provence rêvée. Bien des auteurs, donc Barrès a une Lorraine rêvée, plus qu'une Lorraine réelle dans ses écrits. Donc c'est typiquement, je dirais, une manière d'appréhender, la manière d'appréhender un pays de la part d'un poète. Alors il écrit donc à Diane de Coutoli: « Que n'ai-je le pouvoir de me transporter en Corse, d'y passer l'hiver dans une anse tiède et inaccessible? Trouvez-moi cela, mais il faudrait aussi que des considérations pratiques n'empêchassent pas cet exil de Paris, cet exil désirable et doux dans l'île mère, voyez. Ou bien il dit: « Vos cartes me donnent envie de n'être point où je suis, mais où je devrais être. Croyez à toute ma nostalgie. » Il parle avec nostalgie d'une île qu'il ne connaît pas vraiment, mais c'est une nostalgie bien réelle et bien sincère. Je rêve de soleil et de mer, ma tête en feu roule une image très ancienne, chère Diane, en pensant à une Corse bienheureuse où il n'y a pas ce froid noir, où l'esprit est toujours lumière. Donc, et il écrit à Maurice Ricord également, cette idée d'y habiter qui dort en moi, parlant de la Corse, à Roger Lannes également. Je vais vous avouer un désir qui vous surprendra peut-être. J'ai songé à me retirer définitivement en Corse et à y vivre. Voyez, c'est un projet, comme celui que nourrissait Nietzsche, donc de venir s'installer ici à Corté. Voilà, ça n'a pas été. Voilà. Donc alors on peut se demander, bon, alors si c'était comme ça, s'il était vraiment, pourquoi il n'est pas venu? Bon, ben ça, je crois qu'il n'y a que lui qui aurait pu donner la réponse. Peut-être justement pour que la Corse reste cette île rêvée, rêvée, et donc la matière pour le poète, le rêve est la matière essentielle, bien entendu. La Corse dans les thèmes de Paul Valéry, parce que, alors là, bien entendu, il ne s'agit que de coups de sonde, mais il pourrait y avoir vraiment une étude déjà systématique donc sur vraiment la Corse dans les textes de Paul Valéry. Alors dans la thématique, il y a des choses un peu faciles qu'on peut dire. Bon, le cimetière marin, bon, bien sûr, le culte des morts en Corse, etc. Oui, bon, surtout qu'il avait déjà écrit, très jeune d'ailleurs, un poème qui préfigurait le cimetière marin. Il parlait déjà de cette méditation, donc parmi les tombes, pour un jeune de 20 ans, je crois, au moment où il écrit ce premier poème. C'est assez singulier, donc c'est un sonnet qui est intitulé Cimetière, donc à 19 ans, vous voyez. Bon, mais toujours au plan de la thématologie, il n'est pas absurde de considérer que l'omniprésence de la mer et des bateaux dans son œuvre, qu'elle soit liée à la Corse et à sa famille paternelle, dont la tradition maritime est extrêmement ancienne. Bon, alors je vous dis, comme ça je vous cite quelques pièces qui portent... Voilà. Le cimetière marin, la jeune parc, mer, la mer, les deux marines, sinistre, le navire, port du Midi. Donc il y a donc vraiment une thématique qui revient, qui tourne autour de cela. Et Suzanne Larnaudy, dans son Paul Valéry et la Grèce, nous dit « La famille de son père était corse, possédait une compagnie de bateaux, et remontant jusqu'au XVIe siècle, s'enorgueillissait des exploits de plusieurs marins illustres. La tradition familiale et les récits que le jeune Paul dut entendre ne sont sans doute pas étrangers à la vocation d'officier de marine qu'il ne put réaliser et dont il garda longtemps la nostalgie. Entre autres facteurs, ils expliquent en tout cas l'attirance qu'il éprouva toute sa vie pour les choses de la mer. » Vous voyez, donc ça n'est pas que les Corses qui cherchent à tirer, donc comme Paul Harry, qui cherche à tirer effectivement Paul Valéry vers la Corse. Bon, autre élément, je dirais l'admiration sans borne qu'il voue à Napoléon. Alors, Napoléon, il n'est pas le seul, et puis en France en particulier, mais sauf que là, on est juste après la guerre de 70. Mais Napoléon, il n'est pas populaire à ce moment-là. C'est la chute du Second Empire. Et là, ce n'est pas le moment où Napoléon est au zénith dans le cœur des Français. Pas du tout. Et lui, il est d'une admiration sans borne. Dans son discours en l'honneur de Goethe, il nous parle de Napoléon. D'ailleurs, en fait, il parle plus de Napoléon que de Goethe dans ce discours. Alors, il parle de l'entrevue entre Goethe et Napoléon. Il nous dit « Goethe n'a jamais oublié cette entrevue. Certainement son plus grand souvenir est le diamant de son orgueil.
et il évoque tout le poids de la coïncidence, de la conjonction d'événements qui met en présence l'empereur corse et l'homme qui rattache la pensée allemande à la source solaire du classicisme. Alors l'empereur corse, il n'écrit pas l'empereur des Français, il écrit l'empereur corse et en plus avec un C majuscule à Corse que la typographie n'impose absolument pas. Vous voyez, on comprend lorsqu'il rédige ces lignes qu'il éprouve une fierté instinctive, hein, bon, voilà, celle d'un compatriote Napoléon. Donc, voilà, Napoléon, nous dit-il, savait mieux que personne que son pouvoir, plus encore que tous les pouvoirs du monde ne le sont, était un pouvoir rigoureusement magique, un pouvoir de l'esprit sur des esprits, un prestige. Ce qu'écrit Paul Valéry. Donc, alors, il rappelle le mot historique de Napoléon à Goethe, vous êtes un homme. Ajoutant donc, Paul Valéry ajoute, Goethe se rend. Goethe est flatté jusque dans le fond de l'âme. Il est pris. Ce génie captif d'un autre génie ne se délira jamais. L'entrevue, comment il tourne, l'entrevue entre Napoléon et Goethe. Il n'y était pas. Poursuivant sur Napoléon, il est partout, gagne partout, même le malheur alimente sa gloire. D'ailleurs, le type idéal de l'action complète, c'est-à-dire de l'acte imaginé, construit dans l'esprit jusque dans le moindre détail. Alors là, on croirait voir le César du poème de Valéry. César, calme César, le pied sur toute chose. En fait, ce n'est pas César, c'est Napoléon qui est décrit, de toute évidence. Et lorsqu'on rapproche ce morceau de prose avec son poème, on s'en rend compte à l'évidence, mais on ne pourrait pas trop, je dirais, développer ce point, mais en tout cas, il y a de quoi vraiment travailler. L'esprit corse de Paul Valéry. Nous avons vu que Paul Valéry affirmait avoir souvent senti souvent, dit-il, en lui, le sang et l'esprit corse. Il sentait le sang et l'esprit corse dans sa pensée et dans son cœur. Alors, les allusions à sa corsité ne sont pas, je veux dire, très, très, très nombreuses, mais en tout cas, il le dit. Et il le revendique, pas seulement lorsqu'il est avec des Corses. Là, par exemple, il écrit à André Gide, au sujet d'une affaire. « À ta place, je considérerai les choses à la manière corse, et je chercherai dans ma cave un petit fût d'Amontillado. En théorie au moins, je professe qu'il ne faut jamais oublier un bienfait ni une injure. Tout irait bien si cette juste mémoire était généralement pratiquée. » C'est sa correspondance à Gide. Alors, lorsqu'il parle du petit fût d'Amontillado, il pense à une nouvelle, il fait référence à une nouvelle d'Edgar Poe, qui était un de ses auteurs favoris, qui décrit précisément une vengeance particulièrement cruelle, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, il dit à Gide, tu devrais te venger, comme le font les Corses, comme nous faisons, en quelque sorte. C'est ce qu'il dit. Voyez, donc, en fait, on voit que Paul Valéry, comme Carco, comme Farrer, comme Zévaco, lorsqu'ils évoquent leur corsité ou lorsqu'ils évoquent la Corse, c'est sous le filtre quand même, à la fois bien sûr de ce qu'ils savent de par leur famille corse, mais surtout de leur lecture, et donc ils voient les choses de manière un petit peu, je dirais, on dira schématique. Alors, j'avais proposé l'expression miroir éloigné par rapport à l'expression miroir déformant. On parle souvent du miroir déformant de la littérature française sur la Corse, et en particulier de la littérature romantique française sur la Corse. Alors, déformé, ça veut dire vraiment qu'on invente sur la Corse, on invente des choses. Bon, on invente par exemple que les Corses sont fainéants, sont paresseux. Bon, ça on le trouve dans la littérature française de manière tout à fait récurrente. Vous avez ça notamment dans l'étude très complète de Madame Fagianelli, Geoffroy Fagianelli. Mais ça c'est totalement inventé parce qu'il n'y a jamais aucun élément permettant de corroborer cette accusation de paresse. Et il n'y a jamais aucun Corse, y compris de lointaine origine, qui va sur ce terrain-là. Ils n'y vont jamais sur ce terrain-là, parce que c'est quelque chose qui ne leur paraît pas réel, ne leur paraît pas caractériser réellement les Corses. Vous avez, par exemple, pour la Provence, Mistral ou Jonot, ou Guide de temps en temps, j'ai relevé quelques citations, qui admettent donc la peresso, la paresse méridionale. Mais en Corse, ça c'est une invention des auteurs français sur la Corse, jamais des auteurs d'origine corse ou corse, jamais. Alors là, ça c'est vraiment le miroir déformant parce qu'on invente et on déforme. On déforme aussi par animosité. Par exemple, toute la littérature française sur la Corse, à partir de la défaite et de la chute du Second Empire, là, elle est très violente et elle est déformée par la haine, cette littérature, par la haine de la Corse. Mais les auteurs d'origine corse, ils ne déforment pas. Simplement, ils voient les choses de manière un petit peu stylisée. Ils voient que les traits les plus saillants de ce qu'ils savent.
alors de ce qu'on leur a dit en famille et de ce qu'ils ont lu. Alors évidemment, les armes, évidemment, la vendetta, mais c'est vrai, ça correspondait, ça correspond encore d'ailleurs aujourd'hui à un certain nombre de choses qui sont dans la réalité. Mais, sauf que de réduire la Corse à cela, c'est non pas une déformation, mais c'est une simplification. Alors, les auteurs d'origine corse, les 4 en particulier que je citais, que je présentais à l'instant, ils sont vraiment dans ce miroir éloigné, c'est-à-dire que, eh bien, ils sont. Alors, on voit que ceux qui ont encore le contact avec la Corse, comme Bonnard et tout, bon, ceux-là, parfois, ils sont un peu en décalage, hein, un peu en décalage. Mais alors, ceux qui ont des relations beaucoup plus lointaines avec la Corse, alors eux, ils sont vraiment dans le miroir éloigné qui leur fait finalement dire des choses sur la Corse qui partent de la réalité, mais qui finalement sont une présentation à la fin caricaturale et romantique. Alors je terminerai simplement sur un exemple, qui est un exemple très amusant de cet effet de miroir éloigné, c'est le philosophe Jean Toussaint Desantes, dont je parlais tout à l'heure. Jean Toussaint Desantes, c'est très amusant, parce que lui, il est corse, il a été en Corse, et puis ensuite, il est parti à Paris, il a fait ses études, etc. Et alors, dans des livres très sérieux, parce que vous savez, Jean Toussaint Desantes, c'est sérieux ce qu'il écrit, hein, des fois, c'est même un peu difficile. Hein. Mais alors, à un moment donné, il raconte une chose qui est extraordinaire, il dit que quand il était étudiant à Paris, dans l'entre-deux-guerres, qu'il était tout le temps armé d'un pistolet partout où il allait. Partout où il allait. Alors bon, ça, je veux dire, ce ne sera pas le premier étudiant qui est inutilement armé encore de nos jours. Hein, bon. Mais ce qui est étrange, c'est que ce philosophe, alors qu'il est donc, je veux dire, vieillissant, qu'il réfléchit, il trouve normal de mettre ça et de préciser, mais bien sûr, mais c'est normal, je suis corse, donc moi j'étais armé. Il nous dit ça. Mais alors il y a mieux. Il y a ce que dit son épouse, qui est également une intellectuelle remarquable, Dominique Desantes, qui, elle, est d'origine continentale. Et elle nous raconte, mais vous savez, moi, quand j'ai rencontré mon mari, eh bien, il dormait avec un pistolet sous l'oreiller. Alors, c'était tout à fait normal, d'ailleurs, hein, parce qu'en Corse, ils font tout ça. Bon, mais moi, ça me gênait. Alors, je lui ai dit, écoute, il faut que tu choisisses entre ton arme et moi. Non, si tu gardes l'arme sous l'oreiller, eh bien, je ne pourrai pas rester avec toi. Alors, elle nous précise qu'il a quand même choisi celle qui devait devenir sa femme. Voilà, je vous remercie. Il y a une réalité historique, elle est ce qu'elle est. La Corse, elle a été occupée, tout au long de son histoire. Donc les armes tiennent effectivement une place importante. Quant à la vengeance, effectivement, les autorités judiciaires génoises et puis françaises, souvent, elles n'ont pas été à la hauteur et donc ça a incité. Mais bien sûr, c'est le filtre de la littérature. Et en plus d'une littérature influencée par le romantisme. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est simplifié, hein, à outrance. Lorsque l'on sort de la littérature romantique qui est simplificatrice, simplifiante, et lorsqu'on essaie de rentrer dans la pensée un peu complexe, et que l'on regarde ce que disent vraiment les textes, y compris les textes littéraires, on se rend compte quand même qu'à toutes les époques, c'est-à-dire depuis le XVIIIe, dans les textes, je dirais, de référence comme le Dizingan ou la Justification, en italien, hein, langue italienne, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que, à la différence de ce qu'on peut voir, par exemple, dans la littérature albanaise, par exemple, en Corse, la vengeance, en réalité, elle est toujours présentée comme un choix par défaut, toujours, systématiquement. À aucun moment, il y a une glorification du vengeur. On dit toujours que, systématiquement, que ce soit dans les romans, que ce soit dans les lamenti de bandits, on dit, dans la poésie aussi parfois, dans les drames de Luciardi, on nous dit, le vengeur, en fait, di un disgraziato, qui est tombé dans ce malheur parce qu'il n'a pas pu faire autrement, parce qu'effectivement, la cour d'assises, comme dans le Lamento di Ancamelo Negolai, hein, il perfido giurato, hein, c'est écrit en corse et en italien, un mélange, hein, donc mésolecte, hein, mais le perfide juré qui avait acquitté donc l'assassin de son frère, et donc il a été obligé. Mais c'est systématique, c'est-à-dire que si on voit les choses un peu plus fines, la vengeance, les armes, etc., ça n'est pas une valeur, ça n'est pas présenté par la littérature corse comme une valeur, mais c'est présenté comme un choix par défaut. Quant aux armes, parce que la littérature corse parle beaucoup des armes, bien sûr, parce que les armes, elles étaient omniprésentes à toutes les époques, et ce sont aussi des conditions historiques qui l'ont fait. Mais lorsqu'on voit vraiment les choses dans le détail, on se rend compte que la littérature corse fait la différence entre les armes faites pour défendre le bien public, c'est-à-dire le pays, alors qu'il s'agisse de la Corse au XVIIIe, qu'il s'agisse de la France en 70, en 14 et ensuite pendant la Résistance, mais c'est les armes à usage public. Alors là, elles sont valorisées, elles sont glorifiées. Les qualités guerrières des Corses, évidemment, sont glorifiées par la littérature.
mais à toutes les époques, y compris dans les textes du XVIIIe, notamment dans la justification, on dit que le port d'armes et l'usage des armes pour des buts privés, de guerre privée, de vengeance, que c'est quelque chose de très négatif. On trouve ça dans les drames de Luciardi, pour la fiction. On trouve ça, bien sûr, dans la littérature d'information, mais on trouve ça de partout, y compris dans la poésie. Je crois qu'il y a une poésie de Boniface, de Herse, qui dit clairement... il s'adresse aux Corses et il dit, attention, il dit, laisse les armes à la caserne. Tu sais t'en servir, le Prussien le sait que tu sais t'en servir. Mais attention, les armes, c'est fait pour faire la guerre, donc à la caserne, et pas pour, à un moment donné, assouvir des vengeances privées. Donc, je veux dire, la littérature est très instructive. La littérature, c'est très instructif, y compris sur la réalité. C'est une manière de dire aussi la vérité, mais encore faut-il la décrypter. Il ne faut pas s'en tenir à la première lecture d'un texte influencé par le romantisme. Il faut essayer d'y voir un peu plus clair et de voir ce que véritablement l'auteur, de quoi l'auteur rend raison dans son texte. Un peu dans le même film, moi je voulais revenir sur la première catégorie d'auteurs que tu as présentée et sur cette schizophrénie entre le nationalisme corse et le nationalisme français, comme s'il pouvait y avoir un double nationalisme ou alors un seul et même nationalisme décliné différemment. Bon, c'est un petit peu la question. On retrouve un petit peu ça aussi chez les auteurs corses. Giacomo Santoversini, dans un texte qui est peu connu sur la guerre de 14, il fustige les déserteurs de la guerre de 14 avec un attachement et une loyauté à la France et notamment un patriotisme qui est très très virulent, et du coup il déclare par là aussi une forme de nationalisme qui pourrait apparaître un petit peu schizophrène par rapport au manifeste et à la déclaration de Agispra, même s'il a disparu trop tôt après pour décliner autrement tout ça, puisqu'il meurt en 21, Giacomo Santoversini. En même temps, je me demande si ça n'est pas inhérent à l'époque même, et si avoir une forme compatible de nationalisme ou une réflexion sur le nationalisme n'est pas encore mûr. D'abord parce qu'il n'y a pas de modèle de nationalisme corse bien avancé et que la Mouvra même n'arrive pas à se départir du modèle italien ou du modèle français et du coup n'arrive pas à trouver ce créneau et finit pour certains, Paolo Desanti en parlerait beaucoup mieux que moi, et finit dans le mouvement pour certains par adhérer, soit sombrer dans l'irrédentisme, soit rester dans un entre-deux un petit peu difficile. Donc moi je te demande si il n'y a pas une difficulté même inhérente au siècle par le fait que le modèle du riaquiste ou le modèle qui va émerger dans les années 60 affranchit de toutes les pesanteurs des nationalismes, des États-nations issus des modèles herdériens du 19e siècle, etc., et qui n'a pas encore converti ça en régionalisme, et que finalement c'est normal et que c'est une fausse schizophrénie. Oui, en même temps, ça procède de cette logique de toute évidence, mais en même temps, ça donne des contradictions terribles. Parce que lorsqu'on voit par exemple la mère et le maquis de Bonardi, oui, alors il dit tout ce que la France a fait de mal à la Corse, notamment sur le plan économique, etc. Et puis alors après, il y a quand même le préfet qui parle, parce que le préfet, il a été enlevé, mais il donne son point de vue. Il dit oui, mais vous les Corses aussi, vous exagérez, parce que vous quand même, vous avez l'impression que c'est normal d'être tout le temps armé, de tirer sur les gens, de régler les problèmes comme ça. Enfin, et là, il y a vraiment un roman, même si c'est pas un roman, je veux dire, mémorable, mais quand même, il y a vraiment une polyphonie au sens de Bakhtin, c'est-à-dire que Bonnard, il laisse parler ses personnages. Il laisse parler le chef des corsistes, qui lui dit « Mais enfin, là, vous vous rendez compte, vous nous avez humiliés alors que nous sommes battus pour la France, etc. C'est honteux. » Et le préfet, il dit des choses. Et il va jusqu'au bout aussi, un petit peu comme le fameux dialogue de Dostoïevski sur Dieu avec les frères Karamazov. Il laisse parler ses personnages jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et il ne les bride pas. Il laisse le corsiste donner tous ses arguments, et on peut être convaincu par l'argument du corsiste quand on lit, bien sûr. Puis après, il laisse parler le préfet, on se dit, mais quand même, ce préfet ne dit pas que des bêtises. Et on sent que Bonnard, il laisse parler ses personnages parce qu'il partage quand même
à la fois la position du préfet et celle du corsiste, mais elles sont inconciliables après politiquement. Et ça, c'est un cas de complexité, je veux dire, d'une période très conflictuelle. Et là, je pense que tu as tout à fait raison, et d'une période où la réflexion n'est pas aboutie et où l'action est entravée, et puis où il y a une pression également de l'environnement géopolitique qui est terrible, hein, parce qu'avec avec les Italiens et les fascistes qui revendiquent des droits sur la Corse, etc. Bon, et les Français qui, voilà, il fallait pratiquement choisir un camp, et on en arrive à des cas de schizophrénie, effectivement. C'est ce que dit d'ailleurs Eugène Gherardi dans son travail sur les Luciardi. Hein, sur les Luciardi, il le démontre très bien. Voilà, Luciardi, c'est quand on examine le Maria Gentile, sous l'angle génétique, parce qu'il y a un manuscrit à la bibliothèque de Bastia sur lequel j'ai travaillé, un manuscrit du Maria Gentile. Mais c'est rien à voir avec la version publiée, mais rien à voir, c'est extraordinaire. Parce que lui, il n'a pas laissé parler ses personnages jusqu'au bout. Lui, il les a bridés. Le brouillon de Maria Gentile. Maria Gentile, c'est une femme qui, bien sûr, vous connaissez l'histoire, hein, donc elle a enterré son fiancé qui a été exécuté par les autorités militaires françaises au XVIIIe siècle, donc, hein, et les autorités militaires avaient interdit que ces hommes donc, de Poggio d'Oletta soient enterrés. Hein, donc, hein, c'était au moment de la conquête française de la Corse. Et Maria Gentile, cette jeune femme qui n'avait jamais entendu parler d'Antigone, évidemment, eh bien, elle se comporte comme Antigone et elle va enterrer son fiancé. Bon, alors, c'est un drame, c'est un sujet magnifique pour un drame, et puis de toute façon, c'est exactement Antigone, c'est la même chose, c'est le même mythe, à part qu'il s'est incarné en Corse, hein, à travers Maria Gentile. Bon, mais Luciardi, dans sa première version, sa Maria Gentile, c'est une femme corse comme il la voit au départ, c'est-à-dire qu'elle est évidemment épouvantée, qu'elle est révoltée, elle appelle à la vengeance, et elle appelle à la vengeance humaine, pas seulement à la vengeance divine, mais à la vengeance humaine. Uccidere animo per vendicare o mio Bernardo. Donc le rimbeco. Bon, c'est une espèce de Colomba, mais voilà. Mais en même temps, elle est très humaine, parce qu'on se dit, mais franchement, on y a tué son fiancé, en plus on interdit de l'enterrer. Bon, il y a de quoi quand même, voilà. Et là, dans le brouillon, dans le manuscrit, eh bien, elle est vraie, Maria Gentile. Mais ensuite, comme lui, il avait aussi la volonté de faire aboutir finalement cette histoire à une conclusion très improbable, qui était finalement la réconciliation de la Corse et de la France. Bon, alors c'est vrai qu'il avait mal choisi son sujet pour arriver à la réconciliation. Donc il a fallu qu'il fasse, à partir de ce manuscrit, des modifications énormes, et on voit les ratures, et peu à peu, il transforme sa Maria Gentile et elle devient une espèce de sainte, mais une espèce de sainte pas trop crédible en réalité, où elle dit, non mais j'ai vu Bernard en rêve et il m'a dit de pardonner. Le pardon, c'est la plus belle des vengeances. Et même les militaires français qui composent le tribunal, eh bien, ils deviennent presque gentils, en tout cas, ils deviennent humains. Donc, alors qu'au début, ils sont très arrogants. Et puis, ils les rabotent, ces personnages. Donc, on n'est vraiment pas dans la polyphonie de Bakhtin. Là, c'est l'inverse. Ils brident les personnages. Et à la fin, la version publiée, elle est nettement moins bonne sur le plan littéraire, parce qu'elle est plus crédible, quoi. Voilà. Mais ça montre, voilà, Luciardi, la schizophrénie, bon, il y a ceux aussi qui étaient en Corse, qui avait ces tensions intérieures. Parce que Luciardi, non, il est fonctionnaire, c'est vrai, il est fonctionnaire français, mais je crois que ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il y a un attachement à la France aussi, sincère, aujourd'hui, à ce moment-là. Hein. Et il est, voilà, c'est un instituteur de la Troisième République. Bon, c'est vrai que le cas que tu citais, à un moment donné, ceux qui ont écrit Agispre, quelques mois plus tard, ils écrivent que ceux qui ne vont pas faire la guerre pour la France sont Somikaum et Sovraki. Hein. Ce sont des chiens. C'est très violent, hein, très violent. Mais là aussi, ce sont les contradictions. Et dans les périodes comme celle-là, le discours public, eh bien, il est empreint de pensées simplifiantes, parce qu'il faut dire, voilà, les Boches, c'est l'ennemi, ils sont méchants, bon, et nous, on est des Français, etc. Bon, c'est comme ça, et c'est comme ça de tous les côtés. Hein, à l'échelle planétaire. Et puis, en réalité, c'est plus complexe que ça. Le discours public, c'est une chose, mais la littérature rend compte de cette complexité, si on va la chercher, quoi. D'où la supériorité de la littérature sur le discours politique brut de décoffrage, celui qu'on sert tous les jours. J'aurais une autre question pour rebondir un peu. Cette fois, c'est une question qui porte surtout sur la notion d'ubiquité, telle que par exemple Jean Toussaint Descentes, il la développe. Parce que, si je me rappelle bien, cette ubiquité dont il parle, c'est de dire, Jean Toussaint Descentes, voilà,
Je suis corse, certes, parce que j'ai vécu ici, je suis d'origine corse, etc. Et j'ai un rapport néanmoins avec l'ailleurs, c'est dans cette espèce d'espace avec la mer aussi qu'il se définit. Et il dit, bon, je ne peux pas dire que je suis corse dans la mesure où, je crois me rappeler, je n'ai jamais employé la langue corse dans mes écrits. Donc déjà, c'est pour lui le signe qu'il ne l'est pas. Mais, rajoute-t-il, la façon dont j'ai pratiqué la philosophie est tout de même liée à mon appartenance à la Corse. Et donc la question que je me posais, parce que je reste quand même sceptique sur la corsité de Valérie. Je t'avais lu. Donc la question que je me posais, c'est ce qu'il faudrait, je crois, tout de même un peu plus approfondir par-delà la thématique, c'est comment Paul Valéry, s'il est véritablement corse, a pu lui aussi pratiquer la littérature avec quelque chose qui soit proprement corse. Ce dont je doute un peu, parce que bon, les thèmes, par exemple, sont méditerranéens, mais c'est normal, il le sait. Est-ce qu'il, pour autant, a pratiqué la littérature avec un vrai fond corse? C'est la question que je crois qu'il faudrait se poser. Par-delà, bien sûr, l'attachement qu'il semble avoir pour la Corse. Alors, moi, quand je parlais d'études plus approfondies, je ne pensais pas uniquement à la thématique, aux thématiques, et je pensais y compris au travail sur le style Paul Valéry. Parce qu'on a, par exemple, la question des archaïsmes de Paul Valéry. La question des archaïsmes de Paul Valéry. On a dit, les archaïsmes, c'est-à-dire, bon, quand il dit, par exemple, pour dire la tête, le chef, bon, ça existe, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Hein. Bon, on dit, oui, mais ça lui vient de son italianité. Alors, pourquoi ça lui viendrait de son italianité? Parce que sa maman était génoise, ok, mais son père était corse. Corse, né en Corse, corsophone, évidemment. Je ne sais pas comment il pourrait ne pas être corsophone compte tenu de l'époque et du fait qu'il a été élevé en Corse. Donc, son père est corsophone, sa mère parle génois. À la maison, je pense qu'il a dû entendre du corse et du génois, et du français, bien sûr. Pourquoi, lorsqu'il dit chef, ça viendrait de capo, pas di ugabo? Pourquoi hein? Bien sûr, c'est caput latin, oui, mais en passant par quoi? En passant peut-être par l'italien, en passant peut-être aussi par le corse. Je veux dire, et alors, tous ceux qui ont travaillé sur les textes, notamment dans les années 60 de Valéry, on dit, ah non, mais ça, c'est l'italianita de Valéry. Bah, ça, moi, je pense que... Bon, après, j'ai fait quelques coups de sonde dans sa poésie. Hein. On trouve des choses, par exemple... Moi, je n'ai pas retrouvé en toscan, par exemple, certaines formules comme entendre croître l'herbe... croître l'herbe dans sa poésie, ça me rappelle que plus... voilà, non mais l'accord cielier dans la poésie de Valéry, c'est bon, les thématiques, c'est un méditerranéen, c'est vrai, mais il y a aussi, c'est vrai, aussi une vocation maritime de sa famille, hein, donc il a dû entendre... et puis, en dehors de la thématologie, il y a surtout l'analyse du style qui pourrait le renseigner. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit. Alors, est-ce qu'il y a la Corse dans mon œuvre? Peut-être bien, sans doute, mais je suis le plus mal placé pour le dire. Peut-être demain, certains diront, c'est ce que répond Valéry. Il ne dit pas, non, moi je suis français, j'ai appris le français, ou ma maman était italienne, mais non, il dit, oui, sans doute, il y a la Corse dans mon œuvre. Ben oui. Moi, je me permettrais d'ajouter quelque chose, parce que je n'ai pas été entièrement convaincu par... la schizophrénie attachée à une période tout à fait et à un certain mouvement. Moi, je me demande s'il n'y a pas, peut-être pas de schizophrénie, mais s'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie, au fond, dans les usages, dans la manière en particulier, de penser, de réfléchir, d'appréhender son rapport personnel ou collectif à des identités différentes qui sont en quelque sorte proposées en continu dans l'histoire de la Corse par la situation culturelle, géographique, politique, économique de la Corse dans sa relation au continent. Est-ce qu'on ne voit pas dans les élections d'il y a quelques jours aussi à la fois une bipartition et une tentative douloureuse de synthèse entre ces deux postulations? Moi, je suis plutôt sensible à la continuité qu'à l'aspect tout à fait conjoncturel de cette
double appartenance. Ah oui, je suis entièrement d'accord, bien sûr. Et bien sûr, il y a des périodes où on parlait de schizophrénie, ce qui est peut-être un peu excessif, mais quoique. Mais bon, il y a des moments où évidemment, elle atteint un degré paroxystique, évidemment. Et c'est vrai que les périodes de conflit comme l'entre-deux-guerres, et à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des périodes qui sont effectivement des périodes particulières. Mais ça se poursuit, et c'est certainement jusqu'à aujourd'hui. Bon, après, il y a des appartenances multiples, effectivement, qui sont en tout être humain. Et il n'y a aucune raison, à un moment donné, de faire en sorte que cette complexité passe par un moule visant à simplifier les choses. Les appartenances sont multiples. D'ailleurs, le mot identité, il est très, très contestable. Ça vient de idem, hein, le même. On n'est jamais le même soi-même. On n'est jamais le même. Alors, l'identité, il y a je préfère le mot de Simone Veil, le philosophe, pas la femme politique, même si elle est estimable, hein, l'enracinement, hein, les enracinements multiples, effectivement. Et puis alors après, il y a le centre de gravité de ces enracinements, hein, pour l'individu. Bon, et c'est vrai que le centre de gravité des enracinements des Corses de l'entre-deux-guerres, c'était un centre de gravité difficile à trouver. Hein. C'était difficile à trouver. On a vu des gens qui étaient passionnés par l'Italie, la culture italienne, comme Simon Vinciguerra, qui finalement a été obligé de faire un choix et de faire une guerre totale. Hein. Donc, voilà. Mais on ne peut pas imaginer que cela se fasse sans déchirement intime, hein, aussi. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, évidemment, les choses sont plus paisibles, heureusement. Hein. Elles sont plus paisibles. Mais en même temps, dans la décision politique, il faut prendre en compte cette complexité. Moi, je suis... Alors là, je change un peu de casquette, hein, mais en tant que politique, moi, j'essaye, hein, à mon modeste niveau, de prendre en compte cette complexité dans la décision politique. Parce que la pensée simplifiante, bon, en temps de guerre, malheureusement, elle s'impose parce que sinon, on ne peut plus faire la guerre, c'est vrai. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais lorsqu'on cherche à construire, il faut véritablement bannir la pensée simplifiante et faire avec la complexité, l'organisation complexe, avec des contradictions qui ne sont pas forcément surmontées comme dans la dialectique hegelienne, hein, où on a thèse, antithèse, synthèse, ça ce serait trop beau. Non, et thèse, antithèse, et puis construction complexe, et puis on fait avec, et puis on avance. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit faire avec cette complexité, mais avec une certaine méthode, et dans le respect des principes.